RMC 01 TV, François Sorel, De quoi je me mail. Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la fois sur RMC le dimanche matin mais aussi sur 01 TV, web et télé sur les box. Pour De quoi je me mail, je suis très heureux de vous retrouver. On va s'intéresser à toute l'actualité high-tech de cette semaine avec tout à l'heure un focus sur le squelette de l'Internet, la colonne vertébrale de l'Internet mondial, ce sont les câbles sous-marins. Et j'aurai dans quelques minutes un intervenant passionnant qui va tout nous expliquer. Il s'agit de Jean-Luc Villemain qui s'occupe en fait des réseaux internationaux chez Orange et qui va nous expliquer comment on arrive à avoir une connexion Internet fluide entre les États-Unis, entre l'Asie et la France. C'est passionnant. On parlera aussi de l'Internet durant le confinement. Ce sera dans une vingtaine de minutes. Je vous rappelle qu'avec le hashtag DQJMM sur Twitter, vous pouvez réagir à tout ce qu'on évoque dans cette émission. Et puis bien sûr, comme chaque semaine, la page Facebook de quoi je me mail vous attend si vous voulez partager votre passion envers la tech. Merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et un salut à tous ceux qui nous regardent à la télé. Vous le savez, De quoi je me mail et 01 TV depuis le début de l'année. C'est aussi à la télé sur les box. Box SFR, Orange, Freebox et depuis peu sur le satellite aussi sur Fransat, puisque vous pouvez retrouver gratuitement donc 01 TV sur le bouquet TNT satellite de Fransat. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. On va débuter donc ce De quoi je me mail par l'actualité high-tech et le club de la presse IT. Jean-Sébastien Zanqui est de retour. Oui. Salut Jean-Sébastien, très heureux de te retrouver. Également. Journaliste à 01net.com et fidèle aussi à De quoi je me mail, c'est Emmanuel Paquette. Bonjour Emmanuel. Bonjour François. Journaliste à l'Express. Alors, l'actu de la semaine, ça donne quoi cette semaine ? Eh bien, l'actu de la semaine, elle est peut-être là-dedans. Peut-être l'avez-vous installé, peut-être pas, parce que c'est vrai que les débats et les idées se déchaînent, les points de vue se déchaînent. C'est Stop Covid, ça y est, l'appli Stop Covid, avec un petit retard à l'allumage, est disponible sur iPhone et sur Android. C'est ça, elle est disponible depuis mardi, donc alors c'était pas midi comme l'avait annoncé Cédrico, mais plutôt dans l'après-midi. Oui, c'était le retard. Voilà, c'est d'abord le Play Store, après l'App Store chez Apple. Manifestement, ça a plutôt bien marché, en tout cas pendant les 24 premières heures, puisque dès le lendemain, Cédrico a annoncé que 600 000 personnes avaient activé Stop Covid. Donc c'est plutôt un bon chiffre. Elle arrivait forcément en tête des applications les plus téléchargées sur l'App Store et le Play Store. Et puis les notes sont plutôt bonnes. On s'attendait à avoir quand même pas mal de protestations sur cette appli. Finalement, elle est notée 3,9 sur 5 sur Android, 4,6 sur iOS. C'est plutôt bon signe. Reste que malgré tout, on a en espérant que ce ne soit pas les hauts fonctionnaires, eux seuls, qui aient voté pour l'application. Je pense pas, il devait être beaucoup si c'était que. Il y a eu des cas. Il y a des gens qui ont repéré des fonctionnaires qui avaient effectivement voté en mettant superbe appli avec 5 étoiles. C'est de bonne guerre. Tout le monde a déjà fait ça. Exactement. Voilà, dérive un peu des avis sur Internet. Mais oui, on sait ce que ça vaut sur les sites de voyage, par exemple. C'est toujours un petit souci. Mais reste que quand même, on a appris cette semaine aussi dans l'Obs que cette appli avait quand même un coût qui n'était pas non négligeable de entre 200 et 300 000 euros par mois, manifestement, pour la maintenance de l'application. Effectivement, il y a plusieurs sociétés privées qui ont travaillé bénévolement sur cette application, sauf que ces sociétés ont travaillé bénévolement jusqu'à la disponibilité de l'application, mais à partir de maintenant, elles sont rémunérées. Elles facturent. C'est par exemple le cas de Lunabi, qui est le studio qui a vraiment développé l'application en elle-même, pas le système qu'il y a derrière, mais l'application, qui commence à être rémunérée. Mais malgré tout, Cédrico dit que que la santé n'a pas de prix et que c'est des sommes absolument négligeables par rapport à ce que peuvent coûter des admissions en réanimation, par exemple. Donc voilà, il y a un petit débat là-dessus, mais à voir si c'est suffisant pour l'utilité que va avoir cette application, en fait. 600 000 téléchargements en quelques heures, c'est un succès, Emmanuel ? Faut voir sur le long terme, parce que on peut, comme tu le sais, on peut installer beaucoup d'applications, ça ne veut pas dire qu'on les utilise. Donc déjà, c'est la première interrogation, c'est est-ce qu'elles vont être utilisées ? Celle-là, la particularité, c'est que justement, à partir du moment où on l'installe, où on la configure, on ne l'utilise plus. C'est ça la particularité, en fait. Exactement. On est d'accord. Après, il faudra voir le taux de désinstallation, etc. Donc, mais 600 000, on est à 1% de la population française. Donc c'est un bon début, mais c'est pas non plus folichon. Encore une fois, quand on a vu dans les autres pays européens, on arrivait à maximum 30% de couverture de la population, notamment en Islande, 12% en Pologne. Donc nulle part, c'est des taux d'acceptation ou d'adoption qui sont massifs. Donc il va falloir voir derrière combien de cas
de coronavirus vont potentiellement être détectés, et puis une diffusion qui puisse être arrêtée en fonction de cette application-là. Donc le bilan, on pourra l'avoir que dans plusieurs mois. Donc pour l'instant, il faut encore un peu raison garder. Après le débat, on se dit, est-ce que cette appli arrive pas trop tard alors qu'on le voit et tous les indicateurs sont plutôt au vert, l'épidémie est en train de s'éteindre. Espérons que ce soit vrai, encore une fois. Mais bon, elle pourrait servir peut-être pour une autre épidémie. On n'est jamais trop prudent. Alors peut-être un rebond de cette épidémie de coronavirus ou peut-être un autre virus qui pourrait arriver dans quelques temps, c'est ça. Puis un autre on sera prêt en tout cas. On sera prêt, oui. Voilà, c'est un des arguments effectivement de ceux qui ont créé cette application. L'autre question, comme le disait Jean-Sébastien, c'est le coût, parce que là on a parlé du coût de maintenance et de mise à jour de l'application, mais il y a derrière un coût de communication dont le cabinet de Cédric O n'a jamais voulu donner l'ampleur. Donc il faut ajouter à ça d'autres coûts qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Je pensais aussi que le bug bounty pour déterminer s'il y avait des failles de sécurité avait été payé par l'État. En réalité, c'est la plateforme elle-même qui a payé de ses propres deniers sa recherche de failles. Donc ça, c'est pas un coût pour la collectivité d'une certaine façon. Mais ce qui manque dans cette opération transparence, puisque le code est transparent, on a accès à tout, c'est le coût. Aujourd'hui, il n'y a aucune transparence sur le coût total de cette application. Et je pense que c'est quand même important, parce que c'est de l'argent, encore une fois, de l'argent public, d'avoir d'un côté le coût et le gain que ça peut apporter et faire la balance entre les deux. Est-ce que c'était vraiment important et ça valait le coup, voilà, in fine. Jean-Sébastien, tu disais 200-300 000 euros par mois, c'est ça, à peu près de coûts de fonctionnement. Exactement. C'est sûr que sur l'année, c'est pas anodin, quoi. Et puis la campagne de com, on ne sait pas exactement, est-ce que ce sera des spots télé, est-ce que pour l'instant elle n'a pas débuté à ma connaissance, je ne sais même pas si une agence a été retenue, mais en tout cas il y en aura une. Il y en aura une. Encore une fois, est-ce que c'est pas trop tard? Mais bon, ça, on verra bien. On va revenir sur l'actualité beaucoup plus grave maintenant, sur tout ce qui se passe aux États-Unis avec évidemment les difficultés que rencontre Trump aujourd'hui face à certaines communautés. On le voit, la tension monte et évidemment les réseaux sociaux réagissent. On va repartir du début. On l'évoquait déjà la semaine dernière, le clash entre Trump et Twitter qui a été obligé de non pas effacer un tweet de Trump, mais d'expliquer dessous le tweet. C'était une première en disant écoutez, si vous voulez avoir la contradiction de ce tweet et avoir l'information vérifiée, cliquez sur ce petit lien qui est sous le tweet et vous comprendrez. Ça a été le début en fait d'un affolement global. Facebook a réagi là-dessus. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, Jean-Sébastien? Alors on en est que ça proteste chez Facebook en fait. Il y a eu cette semaine par exemple une sorte de manifestation virtuelle de certains employés. En fait lundi, plusieurs d'entre eux, des centaines, ont effectué une sorte de débrayage virtuel en cessant de travailler et en mettant dans un message d'absence qu'ils manifestaient. Ils expliquaient ça. Donc selon eux en fait, Facebook devrait prendre position quant aux publications de Donald Trump sur le réseau social parce que Facebook. rappelons que Mark Zuckerberg a déclaré qu'il ne voulait pas interférer avec la communication de quiconque d'ailleurs sur ces réseaux. Tout à fait. Mark Zuckerberg a fait une interview d'ailleurs sur Fox News, qui est la chaîne préférée d'info de Donald Trump, en disant que Facebook ne devait pas être l'arbitre de la vérité. Donc c'est une position qu'on peut entendre, mais effectivement, les salariés, quand ils voient justement les prises de position de toutes les autres entreprises dans la Silicon Valley, ils se disent que Facebook est un peu à la traîne, ou en tout cas un peu en dehors de tout ça. Je pense que, en fait, comme c'est une réaction assez tiède, la situation est tellement exacerbée aux US que finalement, on attendait autre chose de la part de Mark Zuckerberg, sans doute, non? Oui, c'est sûr que le fait de ne pas prendre position, c'est presque être vu comme être contre ce qui se passe. Donc, c'est ce qui est compliqué actuellement. Emmanuel? En fait, effectivement, comme le dit Jean-Sébastien, il y a aussi il y a un jeu de dupes un peu, parce qu'en fait, ce sur quoi reposent les plateformes, c'est ce qu'on appelle les conditions générales d'utilisation. Donc, si on viole les conditions générales d'utilisation... Parce que personne ne lit, bien évidemment, et qu'ils font des pages et des pages. Exactement. Mais en tout cas, si on les viole, notre compte peut disparaître, ou être fermé, ou censuré, ou fermé même temporairement. Et en fait, ce sur quoi s'appuie Twitter, c'est que, effectivement, les tweets de Donald Trump violaient les conditions générales d'utilisation. Ce que disent les salariés de Facebook aussi. C'est-à-dire que la question n'est pas de se poser en donneur de leçons sur ce qu'est la vérité, mais simplement de dire, quand on va sur Facebook, il y a un contrat qui est passé. Bien sûr. En l'occurrence, Donald Trump a violé certaines conditions générales d'utilisation. Si c'était un internaute lambda, on aurait fermé son compte. Mais comme c'est le président de la République, la présidente des États-Unis, on n'y touche pas. D'autant qu'on sait très bien qu'il y a des velléités de la part de l'administration de s'attaquer aux réseaux sociaux, de s'attaquer aux GAFA pour les démanteler. Donc Facebook est un peu, en gros, dans une situation compliquée. Il ne veut pas se mettre à dos Trump pour pas que ça nuise à sa compétitivité et à son modèle économique. Et d'un autre côté, il le laisse violer quand même ses conditions générales d'utilisation. Donc c'est là, on est dans une forme d'ambiguïté.
Et encore une fois, on n'est pas dans je censure la vérité ou je suis un arbitre de la vérité. On est sur le respect des conditions générales d'utilisation. Twitter, donc, qui ne démord pas, qui assume en fait toutes ces décisions. Jusqu'à hier, en fait, avec, je crois bien, un discours de l'un des responsables de Twitter qui est allé encore plus loin. C'est ça. Donc c'est un responsable des affaires publiques qui s'appelle Nick Pickles, qui a été entendu par le Parlement britannique et un peu poussé dans ce retranchement. Il a été obligé de dire que, à force de violer les conditions générales d'utilisation, Trump pourrait voir son compte fermé. Il l'a pas dit tel quel, mais il l'a sous-entendu. Donc ça a créé un peu des remous. La Maison-Blanche n'a pas réagi à ce propos. Et puis le même jour, le New York Times a publié en fait un fact-checking des tweets de Donald Trump. Alors en fait, sur 139 tweets qui sont parus entre le 24 mai et le 30 mai, le New York Times a vu que 26 d'entre eux violaient les conditions générales d'utilisation. Et là, ce n'est pas une interprétation, on est d'accord. Non. C'est simplement violer les conditions générales. Voilà, violer les conditions générales. Exactement. Donc de fait, Twitter aurait déjà dû fermer le compte. Si c'était toi ou moi, il l'aurait fait. C'est Donald Trump, donc c'est un peu plus sensible. Et Facebook, si c'était toi ou moi, l'aurait fermé aussi. Très probablement. Voilà, alors qu'il n'y a aucun avertissement sur la page Facebook de Donald Trump. Exactement. Voilà. Après, évidemment, c'est les puissants de ce monde. Exactement, mais c'est la loi et l'ordre, comme dirait Donald Trump. Tout à fait. On verra jusqu'où va aller cette histoire, en tout cas, parce qu'on n'en est qu'au début sans doute. Et voilà. Un mot sur Snapchat aussi. Oui, Emmanuel. Snapchat, effectivement, Snapchat a décidé de ne plus mettre en avant les publications de Donald Trump dans sa partie Discover, qui est un peu la partie éditorialisée de Snapchat. Donc désormais, quand on veut voir des publications de Donald Trump, il faut rechercher son compte, aller sur son compte soi-même. D'accord, donc c'est pas pushé comme ça l'était avant. C'est plus mis en avant. Parce qu'il y a une partie éditorialisée sur Snapchat qui est assez forte. Exactement. Donc là encore, c'est une prise de position malgré tout. C'est une prise de position, mais qui est un peu plus maligne. Parce qu'en gros, c'est du référencement. Donc on déréférence. Oui, c'est comme si Google faisait baisser dans le ranking. Exactement. Donc, c'est un choix commercial. Donc là, c'est moins attaquable que les autres, en l'occurrence Twitter et Facebook. La base, et tu le disais tout à l'heure, c'est les conditions d'utilisation de tous ces réseaux sociaux. Ça pourrait changer, justement, notamment chez nous en Europe. Jean-Sébastien ? Oui, effectivement, on a cette semaine Thierry Breton qui a lancé une grande consultation publique pour la prochaine loi justement sur les gens de la tech, qui est le Digital Services Act. Pour lui, en fait, il veut que tout le monde participe à cette loi en donnant son avis grâce à un formulaire en ligne qui sera disponible jusqu'au 8 septembre. Et ceux qui répondront devront par exemple donner leur avis à propos de l'impact des gens de la tech sur leurs activités et éventuellement les obstacles qu'ils présentent. Faut dire effectivement que les lois en vigueur actuellement en Europe, elles datent de 2000, donc c'est vraiment une éternité par rapport dans le secteur de la tech. Et en fait, l'idée quand même sous cette loi, c'est de donner davantage de responsabilités aux plateformes en ligne. On y revient justement par rapport au cas américain. Et évidemment, ça plaît d'ailleurs pas aux plateformes américaines. On sait déjà que Mark Zuckerberg de Facebook et Sundar Pichai de Google ont contacté des hauts fonctionnaires de l'Union pour plaider un petit peu leur cause et faire en sorte que justement ces plateformes ne soient plus forcément considérées comme seulement hébergeurs, mais comme éditeurs aussi de leur contenu. Voilà, il y a une sorte d'équilibre à trouver entre ces deux statuts-là qui seraient normalement tranchés par cette prochaine loi. C'est-à-dire que le pire des scénarios, ça serait que, par exemple, la justice puisse attaquer ces hébergeurs parce que ils ont autorisé en quelque sorte du contenu qui serait, je veux dire, ou violent, ou pédophile, ou des choses comme ça, quoi. C'est ça. C'est-à-dire, pour revenir sur ce que disait Jean-Sébastien, dans les deux statuts actuels, c'est soit on est hébergeur, et donc on n'est pas responsable a priori, mais on est responsable a posteriori. C'est-à-dire que si un juge dit ça va pas, vous devez l'enlever, la plateforme a le devoir de l'enlever de manière rapide. Oui. S'il faut trouver un responsable, ça sera donc l'hébergeur. Ouais, exactement. L'autre statut éditeur, c'est qu'on est responsable a priori. Donc une radio, une chaîne de télévision, un magazine, un quotidien, il doit, avant de publier, être certain que ce qu'il publie n'est pas diffamant, n'appelle pas à la violence, etc. Et donc ce qu'on est en train de voir, c'est qu'en Europe, on essaie de créer un troisième statut entre celui d'hébergeur et celui d'éditeur, avec un peu plus de responsabilité qu'un simple hébergeur, mais un peu moins que celui d'éditeur. Donc l'équilibre est complexe, mais en même temps, les gens de la tech ne sont pas mécontents totalement de ce qui se passe en Europe, parce que ça peut les aider après à transposer ça aux États-Unis et à dire à Trump, vous voulez tout nous enlever. En réalité, il y a un autre statut qui existe, c'est celui-là. Pourquoi on ne s'appuierait pas sur ce qui se passe en Europe pour que ça fasse jurisprudence aux États-Unis ? Intéressant tout ça aussi. On enchaîne avec un autre sujet, c'est Huawei. Huawei qui, on le sait, on l'évoque toutes les semaines, est dans la tourmente.
encore une fois à cause du gouvernement américain. Huawei qui se retrouve dans une impasse à la fois technologique, technologique et software, puisque on le sait, ils peuvent plus utiliser les services Google. Et en plus de cela, maintenant, on va les empêcher d'utiliser ce qui est le cerveau en fait des smartphones et de tout cela, c'est les puces. Eh bien, tout ça, Huawei prend ça au sérieux et peut-être va se tourner vers d'autres acteurs. Oui, d'autres acteurs, et notamment un acteur qui est quand même assez emblématique dans ce secteur-là, qui est Qualcomm, une entreprise américaine, qui pourrait effectivement vendre ses puces, in fine, à Huawei. En fait, on sait que le décret signé par Donald Trump interdisant de bénéficier des services Google inclut aussi d'autres entreprises qui sont alliées aux États-Unis. Et c'est le cas de TSMC, qui est une entreprise taïwanaise qui fabrique les puces de Huawei, de iSilicon en l'occurrence, la filiale de Huawei. La filiale les conçoit et les usines de TSMC les fabriquent. Parce qu'il faut des usines avec une ingénierie, enfin c'est incroyable, hein, fabriquer des processeurs de quelques nanomètres, c'est fou. Oui, tout à fait. Et TSMC, en fait, est une des rares entreprises au monde à pouvoir fabriquer des puces qui sont gravées entre 5 et 7 nanomètres, qui est désormais le standard de performance des puces actuelles. Le problème, c'est que Huawei, les seules usines auxquelles il a accès en Chine, elles ne peuvent pas graver en dessous de 14 nanomètres. Donc ça ferait un retard technologique qui est absolument insurmontable. D'où, pourquoi pas, cette sorte d'échappatoire vers Qualcomm, puis qui pourrait lui fournir ses puces haut de gamme, justement, avec la possibilité, pourquoi pas, de mettre dans la balance, si vous utilisez nos puces Qualcomm, peut-être qu'on pourrait vous redonner accès au service Google. Ça pourrait être aussi un des principes de négociation entre ces deux entreprises. Et il y a aussi, on sait, des négociations autour des brevets 5G qui pourraient exister entre justement Qualcomm et Huawei dans cet accord-là. Alors évidemment, tout ça est très compliqué, hein. Bien sûr, c'est pas facile de résumer tout ça. Mais moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est que pourquoi les US disent non, vous pouvez pas utiliser les usines de TSMC, mais en revanche, vous pouvez utiliser les processeurs Qualcomm qui sont fabriqués, dont je sais pas, mais l'immense majorité des brevets sont américains. C'est ça que je comprends pas. Alors, faut demander, on peut en parler avec Sébastien, mais il faut demander une autorisation au département du commerce. Tout à fait. Donc, le département du commerce peut accéder à certaines requêtes. Et puis, il y a un deuxième élément, c'est que la décision de l'administration Trump d'arrêter en fait les entreprises chinoises de se fournir auprès d'entreprises américaines dans la tech, il y a un délai de grâce de 120 jours. Donc, si on le pousse, donc là, cette décision est tombée à peu près à la mi-mai. Si on calcule ces 120 jours, ça porte jusqu'au mois de septembre. Septembre, Donald Trump nous a déjà fait le coup plusieurs fois. Il peut repousser encore ce délai de grâce. Donc ça pourrait continuer longtemps en fait. Hein. Donc, en revanche, au mois de septembre, on rentre dans les présidentielles américaines, puisqu'elles ont lieu début novembre. Et donc là, s'il y a un changement d'administration, tout ça pourrait, on va dire, s'évanouir. Donc plus Huawei gagne du temps sur l'élection américaine, en cas d'alternance politique, ça peut les aider à continuer à travailler avec des sociétés américaines. Donc Huawei joue la montre en fait. Exactement. Là. Ils ont tout intérêt à le faire. Bien sûr. Ils le font. Mais en même temps, ils ont un plan B qui est se retourner vers des entreprises chinoises. Le jour de l'annonce de Donald Trump de couper en fait tout ce qui est fourniture avec de la tech américaine, il y a eu un bond des fournisseurs de chipsets chinois en bourse, dont l'un qui s'appelle SMIC, SMIC par exemple. Moi, c'est des fournisseurs que je ne connais pas beaucoup. Hein. Ouais. Mais Huawei travaille déjà avec ces entreprises-là parce qu'il sait bien qu'à un moment ou à un autre, il va falloir être autonome. Si ça ne tombe pas là, ça pourra tomber demain, après-demain. Donc, il y a les deux plans. Un plan politique, en essayant d'avoir peut-être une alternance politique qui soit plus favorable à Huawei. Un plan industriel, de se dire, vite, on développe nos propres solutions made in China. Oui, mais ça prendra des années. Ça prendra du temps. On ne peut pas construire des usines, je dirais, aux normes de qualité d'aujourd'hui en Chine en quelques mois ou quelques années. Il faut du temps. Des années de recherche et développement. Ouais. Ce qu'il y a d'étonnant aussi dans cette histoire, et après on clôt le sujet, c'est la Chine a dit attention, il y aura des contreparties. Parce que là, vous nous enquiquinez avec toutes ces règles-là. Nous aussi, on va répondre en quelque sorte. Ouais. Sauf que pour l'instant, il n'y a aucune réponse. J'ai l'impression qu'à un moment, Apple était un petit peu au cœur de la tourmente. Finalement, il n'y a aucune annonce faite de la part de la Chine. Alors, il y a quand même le plan dont on avait déjà parlé, le plan de renouvellement de tout le parc informatique en Chine, de toute l'administration chinoise, pour s'équiper entièrement de fabrication chinoise. Donc, ça peut nuire à, évidemment, Microsoft, HP, pas Lenovo, puisque Lenovo est chinois pour le coup, mais ça peut avoir un impact direct sur HP, IBM, Microsoft. Donc là, il y a déjà ce programme en 3 étapes.
de l'administration chinoise. Donc s'il y a déjà des petites mesures de rétorsion. Mais on peut imaginer que la Chine pourrait interférer sur la fabrication des iPhones qui sont faits à Shenzhen, simplement je sais pas moi, en taxant plus lourdement, en mettant des bâtons dans les roues à Apple. Alors c'est sûr, mais ça pourrait aussi nuire à Foxconn, qui est une entreprise qui travaille beaucoup en Chine. Donc c'est complexe. En revanche, ce qu'ils utilisent, c'est les réseaux sociaux comme Weibo pour dire arrêtez d'acheter américain, achetez chinois. Ils attisent ça, et donc en fait, les sociétés chinoises continuent à avoir des contrats américains, mais les Chinois arrêtent d'acheter les iPhones. Donc c'est un peu plus malin. Voilà. Oui, mais c'est plus long à convaincre, c'est plus compliqué quand même. Hein, ça marche avec les Chinois. Bien sûr, évidemment. On reste dans le domaine d'Apple, tiens, justement. Apple qui pourrait proposer un nouvel abonnement un peu plus global dans les semaines ou les mois qui viennent. Oui, tout à fait. C'est une rumeur qui court depuis plusieurs mois d'ailleurs, mais qui devient quand même de plus en plus tangible. C'est-à-dire que globalement, Apple pourrait proposer une sorte de super abonnement avec à la fois son offre Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, et aussi de l'espace de stockage, par exemple, sur iCloud. En fait, on en reparle là parce que certains développeurs ont vu en fouillant la dernière mise à jour d'iOS 13.5.5 qu'il y a certains fichiers qui mentionnent un bundle offer ou un bundle subscription. Donc, c'est une offre groupée ou un abonnement groupé. Donc, on sait que ça pourrait être forcément quelque chose d'intéressant pour Apple parce que les services chez Apple sont devenus financièrement de plus importants dans ces résultats trimestriels et annuels. Et surtout, l'offre d'Apple est maintenant suffisamment étoffée pour avoir un abonnement qui pourrait justement comprendre tous ces services-là. Donc, à voir si c'est une annonce qui pourrait être faite, pourquoi pas pendant la WWDC virtuelle qui aura lieu dans quelques jours ou à la rentrée lors de la présentation des prochains iPhones. Un peu comme le fait Amazon avec son service Amazon Prime, où on bénéficie d'une multitude de services. C'est plus malin que d'empiler en fait les abonnements. Voilà. C'est plus malin, ça peut aussi cacher peut-être un peu l'échec d'Apple TV+, qui pour l'instant, et Apple Arcade, qui dans les deux cas sont quand même pas des énormes succès. Oui. Donc voilà, faire un bundle, ça peut peut-être donner un peu, relancer un peu la machine. On sait très bien qu'Apple TV+, il n'y a pas beaucoup de séries et de films nouveaux qui arrivent dans les semaines et les mois qui arrivent. Donc voilà. On attend aussi peut-être l'achat d'un fonds de catalogue de la part d'Apple. J'ai lu ça aussi, pour étoffer un peu leur service et qu'on ait l'impression qu'il y ait des trucs, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui ça va très très vite. Mais... Quand vous êtes avec votre télécommande, on fait vite le tour. Voilà, peut-être un accord avec Warner ou Fox. Enfin, je sais alors il faut savoir aussi qu'il y a un fonds d'investissement qui rachète des droits comme ça depuis plusieurs années, et c'est lui qui a mis la main sur EuropaCorp il n'y a pas longtemps. Oui. Et ce fonds d'investissement-là, aujourd'hui, a un catalogue mais assez hallucinant. Donc on se dit qu'un fonds, quand il achète, généralement c'est pour revendre, donc, et ça pourrait éventuellement aussi intéresser Apple. On verra bien. On reste dans les droits. C'est formidable ces enchaînements-là. Ils sont superbes. Magnifique. On va parler de Salto. Alors bon, évidemment, l'envergure de Salto n'est pas celle d'Apple TV+. Voilà, il faut rester. C'est mieux ou moins. Écoutez, d'abord, il faudra voir à quoi ça ressemble. On ne sait pas. Donc voilà. Salto. On rappelle ce que c'est, Jean-Sébastien. Et puis évidemment, il y a une news qui est tombée sur ce service de VOD. Tout à fait. Salto, c'est une sorte de Netflix à la française, pour résumer, qui est en fait conçu par France Télévisions, TF1 et M6 pour justement contrer un petit peu l'audience qui part vers tous ces autres services, Netflix, Disney+, Prime Video. Et donc Salto devrait être lancé à l'automne. Et ça y est, c'est la version bêta privée qui a été lancée là cette semaine auprès de 300 utilisateurs qui sont donc là pour le tester, pour voir s'il y a des bugs, si ça fonctionne bien, si l'interface est bien faite. C'est Thomas Follin qui a été interviewé par les Échos cette semaine, notamment, qui rappelle qu'il y aura 15 000 heures de programme sur Salto à sa disponibilité à l'automne, avec des contenus aussi bien français qu'européens, avec un prix qui devrait être situé entre 5 et 10 euros par mois. Donc à voir si ça sera un prix suffisant pour détourner un petit peu les utilisateurs de grandes plateformes et venir sur Salto pour profiter de contenus plus français et européens. Bon, voilà, on verra bien. On pourrait critiquer, dire 5-10 euros pour avoir tous les contenus qu'on a déjà de manière plus ou moins gratuite sur les. Il devrait y avoir des contenus originaux. Alors, il y aura des contenus originaux, mais avec des investissements qui n'ont rien à voir avec ce que met sur la table Netflix ou en Amazon. Emmanuel, on y croit, Salto, ou pas ?
Moi, j'attends de voir parce qu'il va falloir voir l'interface. Alors moi, de ce que j'ai compris, il y a 2 services dans Salto qui vont être proposés simultanément. Il y aura le live, donc on pourra voir toutes les chaînes de télévision classiques pour regarder un match de foot en direct, par exemple. Un peu comme Molotov. Exactement. Ouais. Donc c'est aussi un peu une attaque contre Molotov, Bien effectivement, avec les chaînes Sauf de que télé. Molotov est gratuit. Est-ce Alors- que cette offre-là sera gratuite chez Salto? Ça, c'était pas très clair. Voilà, C'était pas très c'est clair. ça. Et à côté de ça, une offre soit de rattrapage sur les programmes qui ont déjà été diffusés, soit de production propre. C'est ça. Effectivement, alors production propre, ça peut être soit coproduite par Salto avec d'autres chaînes de télévision dans le monde, soit une acquisition de droits, notamment, je sais que Salto avait regardé des productions en Israël, dans d'autres pays européens, et donc ils vont faire un petit peu leur marché, mais sans marcher sur les plates-bandes de TF1, d'M6, France Télévisions. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué, donc effectivement, mais eux se disent, comme on ne va pas viser les mêmes publics, par exemple, il nous faudra des contenus horreur, des contenus fantastiques, ça, il n'y en a pas des masses aujourd'hui sur TF1, France Télévisions, M6, donc là, ils risquent de pas trop se marcher sur les pieds. Sur d'autres choses un peu plus mainstream. Oui, sur des fictions, on va dire, plus familiales. Voilà, mais là, ils vont s'appuyer sur le catalogue TF1, M6 et compagnie. Donc, ils vont plutôt remplir les trous qui sont laissés aujourd'hui béants par la programmation classique. Mais on est d'accord qu'il faut une vraie valeur ajoutée parce que la plupart du temps, toute la VOD, les replays sont gratuits à 7 jours sur tous ces services-là. Le flux est gratuit, le flux direct, donc il va falloir quand même apporter d'autres choses pour être prêt à payer 5 à 10 euros. Quoi. Bah C'est ça. Et Salto, surtout, doit récupérer certains droits. C'est-à-dire, quand tu parlais de récupérer, par exemple, on prend Joséphine Ange Gardien, par exemple, si on veut regarder la saison 1. Très bon exemple. Je suis désolé, mais Emmanuel. La saison 1, en par tout exemple. cas, comment tu passes tes week-ends, ça donne envie. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Mais je sais pas, c'est peut-être une série phare inconscient. de TF1. Mais oui, et puis mais ils doivent acquérir les droits de la première saison qui n'est plus disponible ni en ce qui est bien classique. dommage quand même, Voilà. parce que là, franchement. D'accord, l'exemple n'est pas bon. Non, on rigole, mais ça pourrait être Plus belle la vie, ou voilà. enfin tous ces trucs-là. Demain nous appartient, Exactement. toutes les fictions à succès d'ailleurs. Donc ils doivent eux-mêmes racheter Oui. les droits auprès de TF1, M6, France Télé, avec un prix de marché en plus. Voilà. Donc tout ça est compliqué. On verra bien. En tout cas, ça sort à la rentrée. Ouais, tout va bien. Tout à fait. C'est ça. Parfait. Merci beaucoup Jean-Sébastien Zanqui. Merci. Et merci à Emmanuel Paquette pour toujours ces éclairages pertinents. Ce de quoi je mail est terminé, non pas terminé, en tout cas pour cette première partie. Ce club de la presse Haïti est terminé, mais vous restez avec nous car dans un instant, on va découvrir en fait un métier passionnant, celui de Jean-Luc Villemain qui sera mon invité. C'est le monsieur chez Orange qui s'occupe des réseaux internationaux. Il va nous expliquer comment on arrive à avoir des connexions Internet ultra rapides entre les continents. Ça sera dans un instant, donc à la fois sur RMC et 01 TV. À tout de suite. De quoi je me mail sur RMC et 01 TV.